Bienvenue à cette table ronde aujourd'hui consacrée au sujet central, la mesure de la biodiversité. Donc nous le savons bien que ce qui ne se mesure pas reste invisible, comme le titre l'annonce. Donc mesurer, c'est-à-dire gérer, c'est-à-dire agir. Il y a quelques années, on n'avait pas aussi beaucoup d'informations sur le sujet de carbone, donc c'était un peu un sujet diffus et difficile à appréhender, mais avec la mesure et grâce au bilan carbone, aux trajectoires et aux indicateurs, on a changé la donne et ça commence à se structurer. Donc aujourd'hui, il est temps aussi que la biodiversité suit la même trajectoire et lui donner sa place dans nos décisions. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir, je vais faire, déjà on commence par Michel Papalardo, bienvenue. Jean-Philippe Carmaran, Luc Rod et Ulysse Gagnard. Et je vais profiter pour commencer avec Ulysse et poser la première. Alors, comme je viens de dire, la biodiversité doit suivre la trajectoire carbone, mais est-ce qu'elle peut suivre le chemin du carbone pour devenir un marqueur incontournable pour les opérateurs immobiliers? Et vous êtes responsable ESG à CDC, donc vous vous présentez, et vous nous dites un peu ce que vous faites. Bien sûr, ça fonctionne? Oui. Ouais, parfait. Donc, ma part, du coup, donc responsable ESG chez CDC Investissement Immobilier, donc la filiale de la Caisse des dépôts et des consignations chargée de l'investissement immobilier de placement, à distinguer du coup de CDC Habitat qui fait le logement social et qui est plus largement connu. Pour répondre à ta question, Mireille, je pense qu'on peut dire un oui. Oui, la biodiversité pourrait se positionner comme un marqueur incontournable des opérations immobilières. Cependant, s'il faut rajouter une petite nuance, je pense qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas et je ne suis pas sûr qu'on soit dans cette mouvance. Si on refait un peu l'historique, il y a eu pas mal de réglementations dernièrement qui ont promu la biodiversité. Donc si on commence avec la française, l'article 29 de la loi énergie-climat, mais ensuite toutes les européennes, la taxonomie, la CSRD, etc. Sauf que si on se réfère aux quelques mois, si ce n'est années qui viennent de passer, il y a quand même un backlash ESG qui est en train d'opérer au niveau de la scène internationale politique. Donc tant au niveau des États-Unis, mais avec un joli écho au niveau européen également, qui peut générer un retrait de certains acteurs sur les sujets carbone et du coup forcément, s'ils se désengagent du carbone, on peut légitimement, je pense, penser que la biodiversité sera le cadet de leurs soucis. Donc oui, mais, et ce qui m'amène à arriver avec une petite lueur d'espoir, j'espère, on est tous ici conscients justement de ces sujets, sinon on ne se parlerait pas. Donc il y a encore des acteurs qui ont envie d'agir, comme nous, comme certainement vous. Et du coup, charge à nous de faire en sorte que ce soit l'agenda politique et du coup des acteurs privés pour le mettre en place justement dans nos opérations immobilières. Ok, merci Ulysse. Luc, pour Nexity, donc vous êtes promoteur, comment aussi la biodiversité prend place chez vous? Est-ce qu'elle suit vraiment le chemin de carbone? On ne vous entend pas. C'est bon. Bonjour à tous. Merci Mireille pour l'invitation. Est-ce que la biodiversité suit la trajectoire du carbone? Enfin, nous on le souhaite, on l'aimerait. Luis, il y a des enjeux qui aujourd'hui nous dépassent. On sent que l'ambition qui était présente, qu'on sentait bien prégnante il y a quelques années, semble freiner et un peu disparaître. Pour autant, voilà, nous on a engagé un certain nombre d'actions, on est volontaire, on s'est préoccupé de la mesure de notre empreinte biodiversité il y a de ça 4 ans maintenant déjà, ce qui a amené un certain nombre de réflexions chez nous. Pour autant, comme tu le dis, On n'entend plus. 1, 2, 1, c'est bon. Comme tu dis, la biodiversité, enfin, ce qui ne se mesure pas est invisible. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui notre vrai frein. Mesurer, ok, mesurer quoi? Le carbone, tu l'as dit, est arrivé à
à une réglementation, et une réglementation. Non, toujours pas. Si. Des méthodologies de calcul. On sent qu'aujourd'hui, sur la biodiversité, on est encore à l'état un peu embryonnaire. Il y a des recherches en cours. Le consensus n'est pas forcément complètement là. Que mesure-t-on? La biodiversité in situ, la biodiversité grise. Juste des mètres carrés de surface végétalisés sans pouvoir les qualifier. Enfin, voilà, ouais. C'est un sujet qui reste à déployer. Donc on espère que ça deviendra un vrai marqueur et que ça fera partie demain des réglementations futures. Ouais. En parlant des réglementations, là je pose la question à Michel un peu pour le label ISR immobilier. Ah oui. Merci. Ça marche. En plus, j'en ai un qui marche. Donc, en 2 mots, c'est quoi le label ISR avant que je pose ma question? Comme ça, pour ceux qui ne savent pas, juste on peut Alors, le label ISR, c'est un label qui est donné aux fonds qui investissent, donc dans des entreprises forcément, et qui permettent de reconnaître les fonds qui investissent dans des entreprises qui font du développement durable. En 2016, on a créé le label ISR pour les sociétés cotées, et en 2020, avec les acteurs de l'immobilier, on a créé un label ISR immobilier. Et il y a aujourd'hui à peu près 150 fonds immobiliers français qui sont labellisés ISR. Donc ça a beaucoup progressé. Donc c'est un bon moyen quand même de faire avancer finalement, sans réglementation, hein, c'est pas réglementaire le label. Au contraire, c'est faire mieux que la réglementation, mais c'est d'organiser, avec toutes les questions que vous posez, les méthodes, la mesure, etc., de faire avancer dans un certain sens, et notamment sur le sens du développement durable. Dans ce contexte, vous avez intégré le carbone dans votre guide, mais la biodiversité, elle va aussi devenir incontrôlable dans la mise à jour du guide. Le label ne fonctionne pas avec des guides, il fonctionne avec un référentiel. C'est-à-dire que c'est pas tu fais ci ou tu fais ça, non. Si tu veux être labellisé, tu fais ce qui est écrit. Et tu le fais contrôler par des contrôleurs externes, notamment l'AFNOR, mais aussi Ernst & Young et Deloitte. Voilà, donc c'est un système bien assis, on va dire. Alors, dans le référentiel, sur la partie environnement, le label c'est E, S et G. Hein, donc il y a aussi bien sûr des obligations sur la partie sociale et la partie gouvernance. Je me concentre sur l'environnement, ça suffit. On a l'obligation, enfin les fonds labellisés ont l'obligation de choisir 4 indicateurs, dont 2 qui sont obligatoires. Les 2 qui sont obligatoires, c'est la consommation d'énergie et le carbone, voilà. Mais sur les 2 autres, il faut prendre 2 autres. Les 2 autres, ils doivent être pris dans déchets, biodiversité ou eau. Et en fait, celui qui est le plus pris, c'est l'indicateur biodiversité. Donc, sans que ce soit obligatoire, on est d'accord, on incite à aller chercher et à travailler sur le sujet biodiversité, et on y reviendra. Ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'aider, parce que nous, on ne va pas faire des indicateurs pour nous, hein, on ne prend que ce qui existe, mais d'aider à ce que tout ça se structure, à ce que ce soit plus précis, à ce que ce soit mieux mesuré. Merci Michel. Jean-Philippe, vous dirigez les activités d'expertise immobilière de Cushman & Wakefield de France et en Europe. Donc, de votre regard et vision d'expertise, le carbone a structuré les pratiques, comme on venait de dire, et les standards financiers. Alors, selon votre expérience, quel serait le levier pour que la biodiversité suive aussi le même chemin? Pour l'instant, c'est vrai qu'elle est en retrait par rapport au carbone. Hein. Je rejoins ce qui était dit là. Quand on va regarder un actif immobilier ou qu'un investisseur va regarder un actif immobilier, le carbone, donc embarqué ou l'énergie consommée par le bâtiment et indirectement le carbone sont le critère principal. Et la biodiversité, c'est vrai, elle n'a pas encore le poids qu'elle devrait avoir. Ça va monter, on le voit sur les opérations neuves où clairement là c'est très présent et il y a des réglementations qui l'obligent, mais il y a également des investisseurs qui conçoivent les nouveaux projets, intègrent quand même cette biodiversité. Alors, il y a ceux qui sont plus ou moins engagés, mais c'est assez présent. C'est ce qui me rend quand même optimiste sur le fait que ça va monter en puissance. L'autre fait qui me donne confiance, c'est que ça rejoint un autre objectif de confort du bâtiment. C'est-à-dire que quand on conçoit bien la biodiversité, on offre à l'utilisateur futur du bâtiment du visuel, des arbres, de la nature, un bâtiment qui fait plus envie et qui donc, quand on va chercher un bâtiment, on va gagner des points et créer la différence avec d'autres utilisateurs. On le voit par exemple, je pense à un ensemble immobilier comme Arboretum, qui est situé dans un environnement tertiaire qui est pas peut-être le plus facile, mais voilà, il a été conçu dès le début bas carbone, et surtout au milieu on a un grand parc
Donc les utilisateurs du bâtiment, ils voient la nature, ils voient les arbres, ils voient les espaces verts. Ça contribue à une attractivité et à faire en sorte que les personnes qui vont venir travailler sur ce site sont vraiment contentes. Donc je pense que ça va être un facteur qui va monter en puissance parce qu'il y a des gens convaincus de l'intérêt général de le faire, mais aussi parce que voilà, on trouve un intérêt pour intéresser des utilisateurs. Mais c'est vrai que le dernier commentaire, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande des indicateurs de performance à nos clients investisseurs sur leur bâtiment, sur la biodiversité, c'est un peu le néant quand même. C'est-à-dire qu'on nous remonte très très peu de choses. Il y a des plans biodiversité, mais qui sont encore souvent peu ambitieux et qui, je pense, vont monter en ambition avec le nouveau label ISR. Voilà. Ok, très bien. En parlant des indicateurs et des outils, je continue avec vous aussi par rapport aux critères et le choix des investisseurs. Pensez-vous que les investisseurs et les locataires commencent aussi à considérer la biodiversité comme un critère ou leur priorité? Ça fait partie des critères. Donc, quand on accompagne, quand Cushman & Wakefield accompagne des entreprises dans la recherche de nouveaux locaux, donc il y a généralement des grilles de scoring ESG qui sont mises en place pour apprécier, comparer les bâtiments. Et généralement, il y a une partie sur la biodiversité, donc ne pas utiliser de produits phytosanitaires, donc ce sont des choses, vous voyez, assez simples. Donc des fois le CBS, le coefficient de biotope par surface, donc est déjà un critère plus évolué. Donc ça fait partie de la grille. C'est une pondération qui reste quand même encore peut-être faible, donc qui n'est pas forcément un critère absolument déterminant, mais qui est déjà présent dans les grilles d'appréciation. Donc il y a des indicateurs qui existent, il n'y en a pas énormément quand même. Il y a le CBS qui est quand même fiable, mathématique, calculable, donc ça c'est une bonne chose. Après, ce sont des questions plus qualitatives ou bien sur un ensemble de... Est-ce que vous avez les ruches? Est-ce que vous avez un ensemble d'actions qu'on peut mettre en place sur un site? Combien vous en avez? 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5? C'est des choses comme ça, mais on n'a pas encore des plans extrêmement élaborés dans la stratégie de nos clients ou dans les grilles de scoring ESG. Ok, merci Jean-Philippe. Je reviens à vous, Ulysse et Luc, puisque je sais que chacun de vous, dans sa structure, développe des stratégies biodiversité, mais quels outils existent aujourd'hui? Et surtout, quelle est la valeur de ces outils? Je pense que Luc, je ne sais pas si vous pouvez un peu expliquer par rapport, peut-être il y a des contraintes ou comment vous utilisez quels outils, quels indicateurs? Alors, quels outils, quels indicateurs? On a un outil interne déjà, un référentiel interne lié à la qui s'appelle Naturellement, qu'on déploie depuis quelques années. Effectivement, c'est quelque chose qui par contre qui n'est pas mesurable et qui ne parle pas à l'extérieur vis-à-vis de nos clients. Pour rappel, on fait quand même aussi une majorité de promotions résidentielles. Donc nos clients sont des investisseurs bailleurs, mais également des particuliers. Et aujourd'hui, clairement, sur le côté verte vis-à-vis d'un acquéreur particulier, ça n'existe pas en fait. Un bâtiment neuf, il doit avoir des espaces extérieurs, végétalisés, qualitatifs, utilisables. Ça fait partie du référentiel interne, mais c'est pas durable et c'est pas cotable vis-à-vis d'un prix de vente ou une valeur verte. Sur la caractérisation de la biodiversité, on est effectivement sponsor de Big depuis quelques années, donc on utilise Biodibat pour essayer de qualifier nos terrains, amener déjà nos collaborateurs à avoir cette réflexion vis-à-vis de la qualité des espaces, dans quel territoire ils viennent s'insérer. À la limite près, c'est des débats que nous avons en interne, un site faiblement végétalisé, pauvre en biodiversité, a des enjeux quand on utilise Biodibat qui ressortent en reconquête ou des enjeux forts. Donc nous on était moteur de cette démarche et on pousse pour que nos équipes utilisent Biodibat. On a parfois des effets un peu antinomiques avec des réflexes un peu de promoteurs et des collaborateurs qui nous disent c'est super, les indicateurs montrent qu'il n'y a pas de biodiversité sur la parcelle, donc en fait je peux faire ce que je veux. Et donc on est obligé d'expliquer. Il y a vraiment une démarche d'acculture. Oui. Comme il y a eu sur le carbone, la biodiversité est un enjeu global. Il faut travailler dans toute sa dimension et donc à partir de là, il faut faire des espaces qualitatifs et je vous rejoins, des outils comme le CBSH, des choses comme ça, permettent
mesurer et en tout cas de monitorer des scénarios et de se poser les bonnes questions et d'avancer vers des projets de plus en plus qualitatifs. Très bien. Voilà. J'ajouterais juste qu'on on a aussi comme démarche pour être accompagné, avoir des meilleures réponses, la volonté de recours systématique à des écologues, parce que nos opérateurs ne sont pas forcément sachants sur la biodiversité, c'est aussi une des limites. C'est quand même aussi un sujet parfois un peu, peut-être technique ou que sais-je. Donc les indicateurs n'excluent pas le passage d'un écologue? Pas forcément. Oui, il faut toujours le passage d'un écologue sur les sites. C'est mieux. Ulysse, la même question s'il vous plaît pour CDC Investissement IMO. Quels outils, quelles valeurs, comment vous travaillez la biodiversité avec les indicateurs? Du coup, je vais faire la genèse de comment on en est arrivé là. Donc effectivement, on s'est posé la question de comment renforcer notre impact sur la biodiversité qui historiquement était traité avec le label Biodiversity Construction. Donc c'était ce qu'on demandait à chacune de nos VFA. Et on s'est dit justement, on a quand même un parc en gestion assez important qu'aujourd'hui n'est pas traité, pardon. Donc on s'est tourné vers la place en se disant qu'il faut qu'on commence par savoir où on en est et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'améliorer. Donc on a besoin de mesurer. Encore une fois, on va certainement le répéter beaucoup, mais ce qui n'est pas mesuré ne se voit pas. Et donc on a commencé à regarder les outils disponibles d'un outil interne, le GBS, peut-être que certains le connaissent, développé par la Caisse des dépôts, mais aussi des outils externes. Et on a fini par se dire que justement les outils internes, comme la majeure partie des outils externes, ne nous correspondaient pas. Et on s'est tourné vers le fameux Biodibat développé par l'OID dans le cadre du programme BIG. Tout simplement parce que si je reviens sur les outils qu'on a explorés, on s'est aperçu soit qu'ils n'étaient pas dédiés au niveau immobilier, donc on avait des conclusions qui ne nous intéressaient pas vraiment, soit on avait des outils de, on va dire, 3 grandes familles. La première, c'est en gros des outils qui cherchent à trop simplifier, en tout cas de ma perception, le sujet de la biodiversité, qui est un sujet extrêmement complexe. Et donc, par une potentielle photo satellite, était capable de nous dire si notre site pouvait accueillir ou ne pouvait pas accueillir, si c'était bien ou pas bien, etc. Nous, on a considéré que c'était beaucoup trop simple pour traiter un sujet, encore une fois, complexe, et que ça servait certainement à cocher une case, mais que ça ne pouvait pas permettre d'aller beaucoup plus loin dans la construction de plans d'action. On a ensuite regardé aussi pour faire passer des écologues sur l'ensemble de nos sites, et là, on s'est très vite aperçu que le coût que ça pouvait et le temps que ça nous prendrait ne permettait pas de traiter un portefeuille très large. Et donc on s'est arrêté un peu au milieu des deux, d'où l'utilisation de Biodibat, où on a choisi un outil qui permet de massifier la mesure, donc d'intégrer un grand nombre de bâtiments rapidement, tout en ayant recours à, en l'occurrence, une écologue qui nous a accompagnés pendant 3-4 mois pour déployer cet outil. Donc à travers une étude documentaire des informations disponibles sur les bâtiments et des visites de sites pour les actifs stratégiques, elle nous a permis de qualifier où est-ce qu'on en était justement sur notre patrimoine immobilier. Et sur cette base-là, donc sur la base également des actions qui sont préconisées par la plateforme et de ces connaissances que nous n'avons pas en interne, on a pu justement faire émerger un plan d'action par bâtiment et ensuite prioriser ces bâtiments-là et les actions à déployer. Et donc la suite de l'histoire est en train d'être écrite, parce qu'on a commencé à déployer quelques actions et justement là on est en train de voir si on ne pourrait pas aller plus loin, et commencer à avoir un objectif comme on l'a pour le carbone, chiffré et réalisé. Peut-être juste insister sur un point qui a été évoqué. Le recours à des personnes sachantes, à mon sens, c'est absolument primordial pour l'avoir essayé, même pour avoir le retour de certains acteurs. Vouloir limiter les coûts en passant par des acteurs type nos property managers quand on est investisseur ou asset manager qui ne sont pas forcément formés sachants pour compléter des questionnaires qui parlent de notions qu'ils ne maîtrisent pas, et rarement concluant quand on doit ensuite analyser les résultats et en produire un plan d'action. Donc s'entourer de personnes sachantes pour faire ce travail-là est à mon sens absolument primordial, au risque sinon d'avoir des outils qui ne sont pas très pertinents. Et pour faire le parallèle avec le carbone, on ne demanderait pas à un property manager de faire un audit énergétique. Donc ne leur demandons pas de faire un audit biodiversité. Quel avantage ont ces indicateurs par rapport à votre stratégie biodiversité ou votre action pour la biodiversité? Alors comment vous les utilisez après? Alors du coup, en l'occurrence, pour Biodibat, il y a un indicateur qui nous intéresse tout particulièrement. Donc il y a un jeu d'indicateurs cartographiques qui vous permet de qualifier votre bâtiment, on va dire, d'une manière un peu macro. Et ensuite, vous avez l'indicateur de potentiel d'accueil, qui lui dépend d'un questionnaire d'environ une centaine de questions, si je ne dis pas de bêtises, Mireille. Et une fois que vous complétez cette centaine de questions, vous avez une note du coup qui est reflétée sur 100 et qui vous indique justement vos axes de travail.
Il faut encore une fois une personne sachante pour retranscrire ces axes de travail dans la réalité de votre bâtiment. Et une fois que vous faites ça, vous avez des actions toutes prêtes à déployer. Et pour peu que vous mettiez le budget en face, vous pouvez avancer sur le sujet. Et l'intérêt de cet indicateur, c'est qu'il vous permet aussi de mesurer l'évolution. Parce qu'une fois que vous mettez à jour les actions que vous avez réalisées, vous aurez tout simplement indicateur chiffré, on va dire, et très lisible pour tout le monde sur 100, qui va lui aussi évoluer, espérons, à la hausse. Merci. Luc, vous avez envie de réagir un peu aussi pour l'intérêt des indicateurs et l'utilisation des outils, ou si jamais, juste L'intérêt des indicateurs, moi c'est un peu ce que j'ai exprimé. Aujourd'hui, nous on a une problématique d'acculturation de nos collaborateurs. On a un vrai sujet CDC a un patrimoine existant. On fait une photo, on a une liste d'actions, on améliore et on a une trajectoire. Nous on est promoteurs. Donc on a un projet qui est mouvant, qui évolue au fil de la conception, des contraintes réglementaires, économiques, locales, l'environnement local des contraintes. On a cette vraie difficulté d'aller remplir les outils, d'aller mesurer des variantes, d'identifier des variantes. Voilà. Les conceptions se font parfois des décisions en réunion au fil de l'eau. Et on a du mal à avoir cette photo avant-après, hormis effectivement sur du macro, le site avant le projet, le site à la fin, une fois qu'on l'a un peu bloqué au niveau du permis de construire ou de l'appel d'offres. Et il y a aussi un indicateur spécial, comme Ulysse nous a parlé de l'indicateur potentiel d'accueil, par exemple, si vous utilisez aussi sur vos... Alors aujourd'hui, pas beaucoup. Comme l'a dit Ulysse, il y a une centaine de questions. On va essayer de les simplifier. Non. Mais c'est une thématique aussi très complexe. C'est une thématique complexe. Après, c'est des discussions qu'on a ensemble sur les outils. La remontée de données est fondamentale dans nos métiers et pour analyser nos projets. Aujourd'hui, on remonte très bien les données de mètres carrés vendus. On remonte très bien des données de mètres carrés pour l'ACV. Voilà, faut demain qu'on réussisse à faire le lien entre finalement un peu tous nos outils et toutes ces saisies pour aller vers des saisies le plus possible uniques. Encore une fois, moi j'ai la vision de mes retours opérationnels. Voilà, s'ils peuvent saisir une fois les données du bâtiment ou de leur bâtiment, ou avoir des systèmes interopérables, c'est-à-dire qu'ils saisissent une fois les données de leur bâtiment, de métriques, de matériaux, de matérialité, de type de toiture, de type de revêtement, de type de surface, là on arrivera à avancer. À partir du moment où je commence à leur demander de saisir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, voilà, il y a un moment je les perds et voilà, ça devient un travail de longue haleine. Oui, j'imagine. Michel, une petite question par rapport au label ISR. Est-ce que la prise en compte de la biodiversité va orienter les investissements, à votre avis, et transformer un peu les pratiques, ou puisque vous êtes je disais pour les fonds qui choisissent dans leurs indicateurs, l'indicateur biodiversité, en plus du carbone, puisque tout le monde fait le carbone, c'est obligatoire, oui. Normalement, ça devrait, n'est-ce pas, ça devrait les encourager à c'est ce que je veux poser aussi à Jean-Philippe. Oui, tout à fait, à répondre à leurs indicateurs, à les faire progresser. C'est l'objectif du label, bien entendu. C'est pas seulement d'avoir un indicateur, c'est de faire qu'ils progressent. Et donc, dans ce cadre-là, progressivement, de changer leurs pratiques, de trouver des solutions à la fois de mesure et d'action. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils mesurent, mais aussi qu'ils aient des actions et des résultats. Donc, c'est en cela que le label, même s'il est volontaire, justement parce qu'il est volontaire, permet à chacun, parce que j'entends bien ce que les uns et les autres disent, et je les comprends parfaitement, ça dépend des entreprises. Les fonds investissent dans des promoteurs qui peuvent être de toute petite taille, de très grande taille. Bon, voilà, donc il y a Nexity, il y a la Caisse, mais il y a tous les autres aussi. Donc, il faut trouver des outils qui leur correspondent. Et ensuite, de les encourager et de les obliger même à progresser, sinon ils perdent leur label. Donc c'est évident, quoi. Ça sert vraiment à ça. En sachant que ce qu'on cherche, c'est donc à laisser la liberté
de choix, mais en même temps, j'y reviendrai tout à l'heure, à essayer de limiter quand même un petit peu ou de proposer en tout cas des solutions de mesures ou d'indicateurs, de manière à ce que progressivement, on l'a vu sur les autres sujets, de concentrer finalement les acteurs sur un certain nombre d'outils, ce qui fait qu'ils s'améliorent, ce qui fait qu'on récolte bien l'information une seule fois, etc. etc. Aujourd'hui, sur les fonds qui sont labellisés, ils ont toute une grille d'indicateurs à examiner. C'est eux qui choisissent leur grille. Et bien, dans les grilles qui ont souvent 50, 60 indicateurs, parce qu'il y a de quoi mesurer dans tous les sens, la biodiversité est présente dans 83% des grilles. Ce n'est pas obligatoire du tout. Oui. Donc on voit bien que l'essentiel des fonds a une composante biodiversité. Comme je le disais tout à l'heure, la moitié la prennent comme vraiment indicateur. Bon, tout ça doit progresser encore. Enfin, on ne part pas de rien. Merci. Jean-Philippe, par rapport à cette question de donner de la valeur vraiment, est-ce que on parle des indicateurs et des outils de mesure, est-ce qu'avec le temps, ça va vraiment donner une valeur pour les actifs à votre avis? Je ne sais pas, à court terme en tout cas. Aujourd'hui, ça n'en donne pas énormément, effectivement, mais ça participe beaucoup à l'attractivité des bâtiments. Ce qui est du neuf, c'est quand même un attendu minimum, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer qu'il y a un problème s'il n'y a pas c'est pas couvert. Et pour l'ancien, c'est traité dans la valeur par les acquéreurs, dans le CAPEX qu'ils vont mettre dans le futur pour uplifter le bâtiment, l'améliorer sur le plan de la performance ESG. Il y aura forcément une dimension d'ajout d'espace vert, d'action sur la biodiversité, qui ne sera pas toujours le plus matériel financièrement, mais qui va avoir son petit impact sur la valeur. Mais effectivement, ce n'est pas encore un driver si différenciant de la valeur à court terme. Qu'est-ce qui nous manque pour que ça soit vraiment que ça soit mis un moteur vraiment qui peut il faut que ça soit mis encore plus en avant par les utilisateurs, les gens qui vont acheter des logements ou qui vont occuper des bâtiments, et dans ce cas-là l'investisseur se voit forcé de le faire. Il faut aussi des investisseurs, mais ils le sont, qui sont, tu le dis, ils sont quand même engagés. Dans 83% des grilles, il y a la biodiversité, donc c'est un engagement aussi parce qu'on valorise un territoire indirectement. La valeur, elle se fait au niveau du territoire. C'est-à-dire qu'un territoire demain qui n'aura pas de biodiversité ou très peu, ça va être un territoire, je dis aride, mais c'est un peu le cas. Enfin, un territoire dont la valeur va baisser. Son agriculture aura plus de valeur. L'environnement paysager sera moins qualitatif. Donc encourager cette biodiversité, ça va valoriser des territoires. Et à moyen terme, valoriser les bâtiments qui sont dessus. C'est la résilience aussi de nos c'est la résilience aussi, effectivement, adaptation au changement climatique. Ça permet aux bâtiments, effectivement, d'être plus confortables également. Donc je pense que les investisseurs, à moyen long terme, vont se saisir de plus en plus du sujet pour adapter leur immobilier, leur bâtiment aux chaleurs qui vont aller en montant. Et puis pour répondre aux exigences de maintien de cette biodiversité qui nous rend, on le sait, un service économique important indirectement. Et son Vous poids avez est parlé important. d'engagement. Qu'est-ce qui manque pour les engager? La formation, le manque de connaissances, des réglementations obligatoires. Je vais le dire avec mes mots à moi. C'est pas facile. Voilà. On a mis beaucoup de temps pour avancer sur le carbone. Beaucoup de temps. Là, on essaie de faire très vite sur la nature, qui n'est pas plus facile. Bon, voilà. Donc, comme c'est compliqué, ça prend un peu de temps. Mais moi, je trouve qu'on est plutôt dans la bonne direction. Et je reviens sur un point auquel je crois beaucoup. Moi, pour faire avancer les sujets nature, biodiversité, vous les appelez comme vous voulez, pour moi, c'est l'adaptation qui est le cheval qui doit tirer tout ça. Parce que là, c'est clair que sur l'adaptation, les gens comprennent l'urgence, qu'il y a plus ou moins des réglementations, mais sans avoir besoin de réglementation, les territoires se préoccupent du sujet, et que donc les solutions qui vont dans le sens de l'adaptation sont pour partie, pas que, mais pour partie des solutions qui s'appuient sur la nature. Et donc c'est une manière d'utiliser la nature. Alors c'est peut-être pas la valeur verte, tout ce que vous voulez, mais ça fait partie des solutions pour désimperméabiliser, lutter contre les inondations pluviales, pour avoir moins de chaleur, etc. Et donc ça, je suis convaincue, aujourd'hui on ne sait peut-être pas encore le mesurer, mais je suis sûre que ça, on va arriver à le mesurer assez vite. Donc comment est-ce qu'on mesure qu'un bâtiment est adapté et plus confortable donc, que si on n'avait rien fait, et moins à risque. Parce qu'en plus, c'est un sujet de risque, à risque quand on est sur les inondations. Aussi. Donc tout ça, c'est des choses qui se mesurent, par contre, les risques, le confort, etc. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a le plus de chances de faire avancer la valeur de la partie
nature. Je dis plus nature que biodiversité parce que là, mais à partir du moment où on met de la nature, on ira de la biodiversité au sens des petites bêtes, etc. On aura des sujets d'eau qu'on aura réglés. Donc je trouve que je pense que c'est pour ça qu'on piétine jusqu'à présent, parce qu'on le prend comme le sujet carbone. Et c'est pas complètement la même logique, alors que si on le prend sous l'angle de l'adaptation et de la résilience, on a tout un pan beaucoup plus large et beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile à, entre guillemets, mesurer, ou en tout cas mesurer le côté positif, que si on regarde juste le sujet biodiversité en disant, bon, il faut qu'il y ait de la biodiversité. Bon, il faut, d'accord. Et si en plus on en a besoin et que ça sert à quelque chose directement au bâtiment, au territoire, on a plus de chances d'avancer. Donc je crois beaucoup à ça pour faire progresser l'intérêt et... Alors, vous dites valeur verte ou tout ce que vous voulez, mais enfin, l'intérêt pour la nature dans les bâtiments, dans les aménagements, etc. Donc, c'est ce qui va changer dans la mise à jour du nouveau référentiel. Alors, ça, il ne faut pas exagérer non plus. Okay. Non, on ne peut pas aller trop vite, trop loin tout seul. Il faut qu'on soit suivi. Mais je sais que c'est en cours, mais par contre, oui, ce qui est en cours, c'est l'amélioration du référentiel. J'espère bien qu'à la fin de l'année, on aura le nouveau référentiel. Ça fait 1 an qu'on y travaille. Mais l'objectif de la révision, ce n'est pas un nouveau référentiel, de la révision du référentiel, c'est qu'il soit, comme pour le référentiel mobilier, plus exigeant, parce qu'il faut qu'on soit plus exigeant sur tous ces sujets, plus clair, plus lisible, plus facile à utiliser pour les investisseurs, parce que même nous, je reconnais qu'on avait un peu de confusion, on n'oblige jamais à un indicateur, mais on en propose pour donner envie d'y aller. Et même là, on était confus. Vous avez des critères de choix de quel indicateur intégrer? On propose en matière de biodiversité, on proposait des trucs pas clairs. Là, on en propose 5. Le coefficient de biotope, le pourcentage de perméabilité plutôt des parcelles, le pourcentage des actifs, je rappelle qu'on parle de fonds, le pourcentage des actifs qui ont une analyse de biodiversité et le pourcentage des actifs sur lesquels il y a des dispositifs. Alors comme on dit, ça peut être des choses très variées, mais enfin au moins sur lesquels il y a des actions en matière de biodiversité, et on ajoute aussi des éléments sur le recours à du bois en fait dans la construction, à des matériaux biosourcés. Ça, c'est ce qu'on propose. Mais après, les fonds peuvent tout à fait en choisir d'autres. Par exemple, ceux dont parlait Natexis, c'est-à-dire que certains ont déjà des indicateurs et des systèmes très complexes, très bien. Il suffit qu'ils l'expliquent à leur certificateur, il n'y a pas de problème. Mais on essaye de pousser dans des choses plus précises, plus claires, et qui vont dans le sens de plus de mesures et de plus d'utilisation possible sur la biodiversité. Par contre, ce que je disais sur l'adaptation, pour le moment, on n'y est pas encore. Mais je pense, comme de toute façon, il faut revoir les référentiels dans les 2-3 ans, je pense qu'on va y réfléchir pour la prochaine fois. Il va falloir intégrer l'adaptation et la résilience de manière plus évidente dans le label. Pour le moment, c'est possible, mais ça reste encore un peu flou puisqu'on est au début de tout ça. Mais je pense que ce sera un bon moyen de faire avancer les sujets de biodiversité. La révision se fait ou la mise à jour chaque année ou Ah non. Ouais, ça demande du temps, on a mis un an pour... Oui, ça fait 1 an qu'on parle. Non. Donc vous voyez, il a été fait en 2020. On fait la révision. On a commencé à travailler sur le sujet en 2024 parce que le label est donné pour 3 ans. Donc on voulait avoir la vie du label sur 3 ans, d'en tirer les conclusions, on fait de l'évaluation quand même, et d'essayer de corriger en fonction des fragilités, des faiblesses et puis des nouveautés, puisqu'il y a bien sûr plein de nouveautés depuis 2020. Et donc c'est pour ça que je croise les doigts, mais j'espère qu'on aura, nous, travaillé pour faire notre référentiel, on y est, d'ici la fin de l'année, pour qu'il soit... après, en mise en consultation, on consulte toujours, et ensuite validé par le ministre, parce que c'est le ministre donc il faut un ministre, l'année prochaine. Très bien. Uli, vous voulez réagir? Peut-être juste, s'il te plaît Mireille, une petite nuance, histoire d'apporter mon petit grain de sable à ce qui a pu être dit, sur notamment l'aspect adaptation biodiversité. Alors j'abonde évidemment dans le sens de se dire qu'il faut allier les 2 sujets, il y a une très forte synergie, mais ce que je disais au début, en tout cas ce que j'en pense personnellement,
ne résumons pas la biodiversité à la nature ou en tout cas à la végétalisation comme c'est trop souvent le cas sur des projets immobiliers. C'est pas parce qu'on végétalise qu'on agit positivement pour la biodiversité. On peut mettre que des plantes exotiques envahissantes et au final ce sera plutôt nocif que bénéfique. Donc il ne faut pas retirer toute la complexité de comment on procède à la végétalisation et comment on la gère ensuite. Donc une forte synergie certes, mais en gardant quand même un œil très vigilant sur ce qui va être fait et ce qui va être surtout massifié en pensant que c'est une bonne idée. Et peut-être un deuxième point sur les dispositifs et les critères qu'on peut choisir. Là aussi, faire preuve de vigilance pour l'avoir pu constater sur la place. On peut penser à des bonnes idées dans un premier temps et s'apercevoir qu'il y a des gros effets pervers ensuite. Quand on construit des grilles avec des critères très simples à aller chercher, on peut souvent aussi ensuite faire face à des choses qui coûtent pas cher et les déployer partout, quand bien même elles ne font pas sens. Je me suis déjà retrouvé dans certains cas à me faire proposer des abris à hérissons dans des bâtiments qui étaient loin de pouvoir héberger des hérissons. Et tout ça parce qu'on allait gagner des points sur le label ISR. Donc là, encore une fois, vigilance dans la construction des grilles, parce qu'ensuite il peut y avoir un effet pervers dans la gestion, on va dire, quotidienne des acteurs derrière. Oui, c'est vrai sur le carbone aussi. Hein. Moi, je me suis retrouvé dans des, du côté de Dubaï avec des immeubles qui avaient des super garages à vélo. Il n'y avait pas de vélo. Tout à fait. Et on s'est retrouvé avec les mêmes cas. Donc le bon sens, c'est vrai partout, que ce soit en biodiversité ou dans d'autres choses. C'est sûr. Oui, c'est pour ça pour la biodiversité, il faut être accompagné par un écologue tout le temps, qui est sachant comment appliquer aussi ces actions et ces recommandations. Je pense, Luc, tu as quelque chose à réagir aussi là-dessus pour le label ISR? Alors le label ISR, nous on est un petit peu plus loin en tant que promoteur. Oui. On n'est pas, nos projets répondent à des grilles, effectivement, de nos investisseurs dans le cadre. Je pense qu'aujourd'hui on est prêt. Je suis assez d'accord sur le fait que l'adaptation aujourd'hui est dans les thématiques un sujet moteur, que la réponse à ça par les solutions fondées sur la nature est une vraie réponse et permet aussi pour nous dans les projets de donner des degrés de liberté sur justement le volet biodiversité, de sanctuariser des budgets sur ces postes-là et d'orienter la conception d'une manière un peu différente en intégrant réellement la nature, la biodiversité dans le projet de façon à la fois concrète et pérenne, et dans la mesure où pour le coup l'adaptation peut réellement amener une perte de valeur sur un actif, on est sur de la valorisation monétaire pure. On pérennise tout de suite nos budgets. Très bien. Michel, vous voulez réagir? Non, je suis parfaitement d'accord. non, mais je suis tout à fait d'accord avec toutes les précautions qu'il faut prendre. On est bien d'accord. Rien n'est simple et sur le sujet nature encore moins que sur le reste. Je suis convaincu, mais ça permet de commencer, ça permet de se lancer, ça permet petit à petit d'apprendre. On fera des bêtises, ça c'est sûr, mais et d'avoir envie d'apprendre et d'apprendre des choses de manière concrète par rapport à des pas sur de la théorie, mais sur du concret, sur des cas concrets. Voilà, donc c'est pour ça que je suis toujours très positive, moi, et je trouve que c'est bien d'aller dans ce sens-là, mais d'accord, il faut prendre des précautions, on est d'accord. Ouais. J'ai une question, en fait, la même pour vous quatre, et j'ai besoin de vous pour un petit message, chacun dans son domaine. Quel message principal vous pouvez donner aux entreprises, au public qui est avec nous par rapport à la biodiversité et comment l'intégrer dans leur quotidien? Chacun dans son domaine, si possible. En quelques mois. Qui veut commencer? Ulysse. On commence apparemment. Côté investisseur, je pense qu'on a un rôle tout particulier parce qu'en fait, c'est nos attentes qui vont guider justement le reste du projet, généralement en tout cas. Si vous achetez en VFA et que vous adressez à nos confrères de Nexity et que vous leur dites que c'est primordial pour vous d'avoir certaines choses sur l'aspect biodiversité, globalement, sauf cas exceptionnel, je pense que Nexity va chercher à correspondre à la demande qui va lui être adressée, si tant est que vous avez le budget pour le faire. Et tout ça, vous pouvez les échelles de la chaîne de valeur. Si vous demandez à votre asset manager de traiter le sujet et que vous lui octroyez le budget nécessaire pour le faire, il n'a aucune raison d'aller contre la volonté de son investisseur. Donc le rôle des investisseurs, à mon sens, c'est de s'emparer du sujet et de le porter auprès de toute la chaîne de valeur. Ok, merci. Luc, promoteur. Quel est le message principal? Ne rien lâcher. Okay, c'est vrai? Ouais. Non, ne rien lâcher. Je pense qu'en tant que promoteur, on a une vraie responsabilité. On est effectivement les premiers à
à screener les terrains, à regarder les potentiels, alors les potentiels constructibles, mais aussi mesurer l'impact que vont avoir nos projets. On a un vrai rôle vis-à-vis de la biodiversité, à la fois dans la conception des espaces, mais à mon sens surtout dans la préservation de l'existant. Et en tant que promoteur, moi c'est un peu le message qu'on fait passer aux équipes, c'est que c'est aussi et surtout un facteur d'acceptation de nos projets. Quand on arrive à préserver des haies, des bosquets, des arbres existants sur les parcelles, à insérer réellement notre projet dans l'existant, vis-à-vis des discussions à peu près avec les riverains, voilà, on est dans la préservation, on n'est pas le méchant promoteur qui vient bétonner et tout raser, terrasser et promoteur responsable. Ouais, promoteur responsable, exactement. C'est une très bonne... Merci Mireille. C'est le nouveau slogan de Nexity. Vous devrez me payer après. Oui, Michel. Votre moi c'est d'inciter les investisseurs, puisque ce sont eux qui sont les fonds, à encourager donc les entreprises, les promoteurs à faire des actions en matière de biodiversité et donc à utiliser ce type d'indicateurs dans leurs propres fonds parce que c'est comme ça que se passe le message en fait, pour que les entreprises soient incitées à aller elles-mêmes agir. Et un petit plus, il faut aussi que les utilisateurs soient de plus en plus conscients de l'intérêt de la nature et de la biodiversité. Donc il y a un travail à faire des deux côtés. Des deux côtés. Merci. Jean-Philippe. Ce que je dirais, moi, soyez engagés. Ça, c'est et puis, moi, je m'engage à ce qu'on trouve un moyen de le retranscrire dans les paramètres d'évaluation des actifs qui ont été super bien travaillés sur le plan de la biodiversité. On va pouvoir les louer plus vite, on va pouvoir les louer un peu plus cher. On va trouver des leviers pour créer de la valeur avec la biodiversité. Et voilà, je m'engage à ça. On va y réfléchir et trouver des positions de place qui font sens, mais qui reflètent aussi ce que les utilisateurs feront. Mais ils regardent ce sujet, et donc je pense que ça va se retranscrire dans les valeurs. Très bien. On est dans les temps et on a encore 10 minutes pour les questions du public. Si quelqu'un veut réagir, il a une question. Quelqu'un a des questions? Une question, indicateur, outil, comment mesurer? Sabine, Guetta. Pardon, bonjour. J'avais juste une question. Vous avez parlé de résilience, assez peu finalement des co-bénéfices aussi, notamment ceux de la santé. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet? Est-ce que vous le traitez ou vous en faites un argument aussi auprès de vos clients et utilisateurs? Qui aime réagir? Je peux commencer et je vous laisse me compléter. Effectivement, notre métier, c'est de louer derrière les bâtiments. Donc, bien évidemment, quand il y a une forte végétalisation et si on a traité la biodiversité correctement, on a généralement sur la biophilie, donc le bien-être au contact de la nature, qui est certainement indéniable, difficilement quantifiable, mais en tout cas, et c'est peut-être un bénéfice, on va dire, un peu plus financier, sur un marché très tendu, notamment sur le tertiaire, où il y a beaucoup d'offres, peu de demandes dans certaines zones. Ce qui est certain, c'est que cet accès à la nature, quand bien même il est partiel, peut être un vrai levier pour convaincre des locataires de s'installer. Donc cette recherche de bien-être, de vision sur des espaces végétalisés, etc., peut être une vraie aide, mais difficilement quantifiable, quand bien même Biodibat permet d'identifier quelques métriques de co-bénéfices. Mais on l'a dans le label WELL quand même, où si on voit par la fenêtre des espaces verts, il y a des points qui sont donnés. Donc le label WELL retranscrit quand même l'environnement naturel qui est autour du bien et en tant que qualité, parce que ça agit sur la santé des personnes qui travaillent dans le bâtiment. Merci. Michel? Et le lien chaleur-santé, pour moi, est évident. Et donc, tout ce qui permet de réduire un peu la chaleur ou l'impression de chaleur, c'est bon pour la santé. Et on voit bien ces derniers temps. Donc, pour moi, ça fait partie vraiment du co-bénéfice. Je ne l'ai pas dit, mais de toute façon, d'une manière générale, tout ce que je raconte en matière de résilience ou d'adaptation, c'est du co-bénéfice. On se met d'un côté ou de l'autre, mais de toute façon, ça veut dire qu'il y a deux effets différents et qui viennent s'ajouter les uns aux autres. C'est pour ça que je pense que vraiment c'est gagnant-gagnant et qu'il y en a tout un tas de bonnes raisons d'aller dans cette dimension-là. Sans compter, alors c'est plus que de la santé, les risques beaucoup plus graves que ça en termes d'inondation.
où là vous avez même des gens qui meurent. Hein. Bon, donc voilà, c'est beaucoup de santé ça. Et réduire les risques d'inondation parce qu'on gère bien les problématiques de nature, d'imperméabilisation, etc. Il n'y a pas que de la nature, on est d'accord, hein, mais ça en fait partie, c'est vraiment très important. D'autres questions? Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. J'avais une question tout à l'heure, vous parliez effectivement de budget nécessaire quand même pour pouvoir faire tous ces aménagements sur les bâtiments. Est-ce que vous arrivez à traiter de la même façon les actifs parisiens des autres actifs en région, sachant que du coup ils ont une valorisation et une location du coup moins importante que les actifs parisiens? Je peux commencer ou si tu veux, Luc. Est-ce qu'on les traite? Est-ce qu'on a les mêmes budgets? C'est ça, si je résume. Non, on n'a pas le même budget à Paris qu'en province. Pour autant, on a des budgets d'opération. On a des pourcentages de répartition dans les différents lots, que ce soit les lots techniques, les lots grosses œuvres, etc. Et le lot espace vert a la même proportion, je dirais, autant aussi bien à Paris qu'en région, avec parfois, compte tenu du contexte, des complexités, des jeux d'équilibre et d'arbitrage, c'est parfois effectivement plus compliqué d'aller mettre une toiture terrasse fortement végétalisée ou réellement végétalisée à Paris, compte tenu des prix du foncier, que peut-être en province, où on traitera peut-être différemment aussi, où on aura plus d'espace autour du bâtiment aussi pour faire des espaces qualitatifs, là où dans un milieu urbain dense, on va effectivement peut-être plutôt aller chercher les toitures. Peut-être pour apporter un complément, donc nous on est majoritairement exposé région francilienne, cependant on a quand même quelques actifs en région. Là où c'est un peu paradoxal peut-être, c'est qu'aujourd'hui, j'analyse pas dans ce que l'on fait de grandes différences en termes de budget. Parce qu'effectivement, les espaces en région sont déjà un peu plus végétalisés certainement qu'à Paris. Et du coup, le coût est généralement aussi un peu moindre, parce qu'on part d'une base qui est moins lointaine de là où on veut arriver. En tout cas, c'est le constat qu'on fait sur les actifs qu'on commence à traiter. Alors qu'à Paris, parfois, on a vraiment tout l'effort de désimperméabilisation ou d'intervention dans des espaces qui sont beaucoup plus contraints. Toiture terrasse, etc. Donc ça rajoute tout de suite un coût qui n'est pas négligeable au projet. Donc à date, en tout cas chez nous, il n'y a pas de différenciation dans le traitement. Jean-Philippe? Ce que je peux commenter rapidement, c'est qu'on distingue quand même les classes d'actifs aussi. C'est-à-dire qu'entre un entrepôt en région et puis un immeuble de bureau à Paris, effectivement, on n'aura pas les mêmes attentes. Et on attend plus sur un un entrepôt qui va généralement être dans un secteur où la biodiversité, le score biodibat est probablement très bas. Donc là, on attend plus d'actions en faveur de la biodiversité et il va y avoir plus de points quand on va scorer. Quand quelqu'un a fait quelque chose, on va lui donner on trouve que ça a plus de sens, plus de valeur, plus d'impact. Voilà, donc on différencie. Mais clairement, là où on pourrait faire le plus, c'est là où les prix au mètre carré sont les plus élevés. En théorie, ça absorbe mieux les travaux, etc. Mais malheureusement, c'est dans Paris, c'est en milieu urbain dense et c'est là où c'est le plus difficile à exécuter en pratique. Donc, voilà. Mais on a plus d'attentes quand les fonciers sont grands, les centres commerciaux aussi, ou les choses comme ça, voilà, où on peut avoir des vraies actions structurantes, diversité impactante. Donc nous, du côté de l'évaluation, voilà, en fonction des classes actives, là où on est, etc. Et en mesure. Oui, juste une remarque. Il y a une loi qui est sortie qui s'appelle la loi APER sur la gestion des parkings qui va avoir une influence sur la biodiversité. Oui. Donc ça va être incitatif. On n'en a pas parlé, mais... Sur les centres commerciaux, justement, hein, dès qu'il y a des parkings, etc., il y a une obligation de végétalisation sur un certain pourcentage. Donc voilà, alors qu'effectivement, ça impacte les grands ensembles fonciers, les centres commerciaux, mais il n'y a pas que ça, les retail parks, etc. Ça va obliger à végétaliser ces actifs-là. C'est assez logique qu'il y ait cette loi, puisqu'effectivement, c'est là que le potentiel, le gisement de création de biodiversité était le plus important. Donc ça va pousser le curseur. Hein, là. Et un potentiel sur les inondations, puisqu'il y a des grandes plaques qui sont imperméabilisées. Mais là, quand on respecte la loi,
ça donne rien pour le label. Hein. Il faut au minimum respecter la loi. Alors pour le moment, il y a encore un peu, mais quand la loi s'applique, il faut faire mieux. Très bien. Il y a encore des questions, réactions, commentaires, autre chose? Bon, donc on termine cette table ronde. Merci à Ulysse, Luc, Michel, Jean-Philippe. Et on retient qu'il faut mesurer pour rendre visible, pour agir, pour prendre des actions, suivre la trajectoire biodiversité comme la trajectoire carbone et avoir des outils pour mesurer déjà. Donc, en parlant des outils pour mesurer, vous verrez avec nous, puisqu'on a une présentation de l'outil Biodibat avec les outils et les indicateurs de mesure de la biodiversité dans 10 minutes. Merci.